De nombreux détectives avaient estimé que Peter Sutcliffe est un suspect très crédible. Sutcliffe aurait pu être arrêté bien plus tôt et plusieurs victimes auraient pu être sauvées. Bonsoir, il s'appelait Peter Sutcliffe, mais la légende criminelle lui avait donné depuis longtemps un tout autre nom. L'éventreur du Yorkshire, l'un des pires tueurs en série qu'aura jamais connu l'Angleterre. Au moins 13 femmes sauvagement assassinées et 7 autres attaquées entre 1975 et 1980 dans un même triangle du centre de l'Angleterre, entre les villes de Leeds, Bradford et Wakefield. Je dis au moins car le nombre exact des victimes n'a jamais été réellement recensé. Peter Sutcliffe est mort vendredi 13 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, des suites du Covid, à la prison de Frankland, où il purgeait une peine de prison à vie pour ses crimes, emportant avec lui ses derniers secrets, les secrets notamment d'un homme qui aura pendant 5 ans réussi à terroriser tout un pays, réussi également à passer miraculeusement entre les mailles d'un filet policier pourtant de plus en plus serré, bénéficiant pour cela d'un incroyable concours de circonstances. L'affaire de l'éventreur du Yorkshire signe ainsi l'un des plus retentissants échecs de la police britannique, des enquêteurs qui avaient le coupable sous la main, sous les yeux et ne l'ont pas vu. Sans le hasard et un coup de chance, Peter Sutcliffe aurait sans doute continué encore et encore à tuer. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire de l'éventreur du Yorkshire. Nous sommes au tout milieu des années 70, au centre de l'Angleterre, le début d'une série de meurtres auxquels personne ne prête vraiment attention. Ce 30 octobre 1975, vers 1h du matin, Wilma McCann, 28 ans, sort d'un nightclub dans le quartier de Chapeltown à Leeds. Cette mère célibataire de 4 enfants a beaucoup bu. Il lui arrive occasionnellement de se prostituer. Elle rentre à pied chez elle en longeant une prairie où se trouvent des terrains de foot et de cricket. L'endroit est désert. Une Ford Capri de couleur verte arrive à la hauteur de cette femme à la démarche mal assurée. Au volant, un homme trapu qui lui demande quel est son tarif. Wilma McCann bafouille quelques mots, puis emboîte le pas de l'inconnu descendu de sa voiture. Ce dernier sort soudain un marteau et la frappe violemment. 15 coups portés au cou, à la poitrine et à l'estomac. Le corps de la jeune femme, pantalon baissé et chemisier relevé, est découvert à 7h41 par un livreur de lait, première victime de celui qu'on n'appelle pas encore l'éventreur du Yorkshire. Le 20 janvier 1976, 3 mois après le meurtre de Wilma McCann, à propos duquel la police de Leeds n'a pas de piste, le corps d'Emily Jackson, 42 ans, est découvert dans un dépotoir au milieu de 2 immeubles en ruine de Leeds. La victime, mère de 3 enfants, est connue pour se prostituer à bord d'une camionnette. Elle n'a pas été tuée sur place. On a jeté ici sa dépouille. L'autopsie démontre qu'elle a été tout d'abord assommée avec ce qui s'apparente à un marteau, puis elle a été frappée à 52 reprises avec un tournevis au cou, à la poitrine, au ventre. Son meurtrier lui a écrasé si fort la cuisse qu'elle porte une trace de botte. Le rapprochement avec le meurtre de Wilma McCann n'est pas établi. La police de Leeds ne montre aucun empressement particulier à résoudre ces affaires. Elle croit davantage à un hasard qu'à un serial killer de prostituées. D'autant plus que la série macabre s'arrête. Il faut effectivement attendre 1 an, le 6 février 1977, pour que dans ce même quartier de Leeds, une 3e victime, prostituée, 28 ans, soit signalée, frappée elle aussi à coups de marteau, puis mutilée au ventre avec un couteau. Une 4e femme est attaquée le 24 avril suivant à Bradford, frappée à coups de marteau dans le studio où elle reçoit ses clients. Une trace de botte ensanglantée est retrouvée sur le lieu du crime. Marie Billon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes notre correspondante à Londres, correspondante de RTL. Marie Billon, à quoi ressemble tout simplement cette région déshéritée du centre de l'Angleterre en ces années 70 et notamment cette ville de Leeds ?
La situation économique était assez compliquée dans toute l'Angleterre à l'époque, mais à Leeds et ses alentours surtout, parce que la région s'est longtemps reposée sur l'industrie textile et des imports bon marché commencent à détruire les usines locales. Alors il n'y a pas forcément de lien direct avec la misère sociale qui a pu pousser certaines des victimes de Sutcliffe à se prostituer, mais c'est vrai que la situation était difficile. Et en même temps, par contre, Leeds était déjà une ville universitaire, très vivante, très grouillante, avec des jeunes gens dans beaucoup d'endroits. Les crimes de Sutcliffe ont complètement changé l'atmosphère. Les jeunes filles, les femmes n'osaient plus sortir seules. Il n'y avait pas encore téléphone portable, bien sûr, mais beaucoup disaient par exemple à leurs parents, leurs maris, leurs frères, à quelle heure plus ou moins elles comptaient rentrer pour qu'ils puissent venir les chercher à mi-chemin. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui se rappellent de l'ambiance de stress qui régnait dès que la nuit tombait. Ça commençait à être assez lourd. Et Marie Billon en un mot, mais on va y revenir évidemment longuement dans cette heure du crime. On ne se préoccupe pas, la police ne se préoccupe pas de ces victimes parce que tout simplement ce sont des prostituées, il faut le dire comme ça. Les premières victimes, effectivement, avaient un lien avec la prostitution et c'est vrai que la police part du principe qu'il y a certaines victimes qui sont innocentes et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Et effectivement, les femmes liées à la prostitution sont considérées comme moins innocentes et c'est vrai que les familles des victimes se demandent à quel point la police met tout son zèle, tout le zèle approprié, justement parce qu'elle juge, entre guillemets, ses victimes. Gérard Beaufils, vous êtes également notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, consacré à l'éventreur du Yorkshire. Vous êtes un ancien reporter de cette maison, RTL, et vous avez suivi toute cette affaire à l'époque. Alors, Gérard, vous connaissez bien, vous, le monde du fait divers et ce genre d'histoire. Là, on a pour l'instant très peu de pistes, mais on a un mode opératoire qui revient, c'est toujours le même, finalement. Alors oui, l'assassin attaque ses victimes par derrière, généralement courageusement par derrière, donc généralement à coups de marteau dans la tête. Ensuite, il est avec des objets contendants, donc poignard, couteau et d'autres éléments. Il les tue et il y a aussi en plus quelques éléments que l'on connaîtra par la suite qui permettront d'identifier ce mode opératoire parce qu'il y a aussi des scarifications, une sorte de scarification rituelle et assez sordide, notamment la découpe des organes génitaux et sur le corps de ces victimes, des marques qui sont très reconnaissables sur au moins 6 ou 7 des 13 victimes. Alors là, il y a une signature déjà, qui se dessine, une signature criminelle. Donc on l'a dit, il n'y a pas de lien pour l'instant qui sont établis formellement entre ces victimes. Il y a déjà eu des précédents, je crois. Avant même la première mort, il y a une fille qui s'est fait attaquer. Alors il n'a pas attaqué que des prostituées, bien sûr, puisque une toute jeune fille de 14 ans... On va en parler, on va venir à de 14 ans, avant même les faits. Avant même la première victime qui avait 16 ans, une des premières victimes qui avait 16 ans, une jeune fille de 14 ans qui n'avait rien à voir évidemment avec le monde de la prostitution, a été attaquée par ce tueur et elle s'en est sortie miraculeusement avec elle 54 points de suture sur le visage par exemple. Donc on voit tout de suite l'acharnement et le mode opératoire était presque le même, attaqué par derrière, à coups de marteau, et ensuite avec couteau et d'autres instruments martyrisés. Oui, en tout cas, il y a un lien et il y a déjà des indices qui permettent de constituer, si je puis dire, un dossier. Et la police passe complètement à côté. Et la police va continuer pendant longtemps à passer à côté. Marie Billon, justement, cette police, à l'époque, là, on est en 1975, au milieu des années 70, est-ce qu'elle est entre guillemets, équipés pour affronter, la police anglaise affronter ce genre d'événements? Écoutez, il n'y a pas évidemment toutes les aides scientifiques qu'il y a aujourd'hui. L'ADN n'était pas quelque chose sur laquelle la police pouvait se reposer. C'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des systèmes D et des témoignages sur lesquels ils pouvaient se reposer. Et j'ai parlé à un policier hier qui m'a rappelé à quel point toute la police vraiment du West Yorkshire était complètement mobilisée, mais qu'il fallait tout faire à la main, tout retranscrire à la main, que c'était d'une pénibilité absolue et que ces femmes étant de milieux souvent défavorisés, c'était pas toujours évident d'avoir accès à leurs proches. Et puis effectivement, il y avait la question peut-être du zèle de la police qui cherchait peut-être un petit peu moins durement en fait à trouver l'attaquant ou les attaquants, puisqu'au début on s'est pas dit de suite que c'était une même personne qui attaquait ces femmes. Ce n'est qu'après que vraiment plus de moyens ont été dédiés à cette enquête.
Pas de lien entre ces affaires et pas vraiment, sans doute, une volonté forcenée de résoudre ces crimes qui frappent des filles de rue. Il va falloir une 5e victime, beaucoup plus jeune, et qui, elle, ne se prostitue pas pour que l'opinion réagisse et que la police s'intéresse à ce meurtrier invisible. Le 26 juin 1977, vers 9h45 du matin, 2 enfants découvrent dans un terrain de jeu du centre de Leeds le corps d'une adolescente au pied d'un muret. Elle repose face contre terre, sa jupe en partie arrachée. Elle a été frappée 3 fois à la tête avec un marteau et 20 fois avec un couteau à la poitrine et dans le dos. Le meurtrier a essuyé sa lame sur le corsage. La victime s'appelle Jane McDonald. Elle a 16 ans, ne se prostitue pas. Elle a récemment quitté l'école et travaille comme vendeuse dans un supermarché du coin. L'émotion à Leeds est alors considérable. Pourquoi s'en prendre à une jeune fille qui rentrait chez elle après s'être amusée avec des amis? La police, cette fois, prend subitement l'affaire très au sérieux. Le commissaire de Leeds, Ronald Gregory, confie l'affaire à l'un de ses meilleurs détectives, l'inspecteur en chef George Oldfield. 4 mois après la mort de l'adolescente, une 6e victime apparaît dans ce décompte macabre. Le meurtre ne s'est pas produit cette fois dans la zone de prédilection de Leeds, mais dans une remise du quartier de Charlton, à Manchester. La femme tuée, 21 ans, Jean Jordan, est à nouveau une prostituée. Vu le mode opératoire, coup de marteau et acharnement à coups de tournevis, la police de Manchester fait aussitôt le rapprochement avec les crimes du Yorkshire. Le sac à main de la victime est retrouvé plus loin. Il a été ouvert, fouillé, mais il contient un indice, un billet de 5 livres tout neuf. Les policiers décident de remonter la piste du billet avec son numéro de série. Il appartient à un lot qui a été retiré de la banque par une entreprise de transport du Yorkshire, l'entreprise Clark. Le patron confirme que ces billets neufs ont servi à payer ses chauffeurs, et notamment l'un d'eux, Peter Sutcliffe. Le 2 novembre 1977, Sutcliffe est interrogé une première fois par la police. Il ne connaît pas cette prostituée. Il ignore tout du billet de 5 livres. La nuit où la jeune femme a disparu, il n'était pas à Manchester, mais pas très loin, en visite chez des parents. La date de la mort étant imprécise, l'alibi est jugé valable. Ironie du sort, Peter Sutcliffe avouera plus tard être retourné près du corps pour retrouver ce fameux billet de 5 livres. Sans résultat, la jeune femme l'avait caché dans une poche secrète de son sac. Gérard Beaufils, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en studio à RTL. Alors là, c'est la première fois que Peter Sutcliffe est confronté aux policiers. Il s'en sort bien, on vient de le voir, hein, ça va assez bien pour lui. En quelques mots, déjà, qui est cet homme ? C'est un chauffeur de camion, c'est ça? Alors, Peter William Sutcliffe a quitté l'école à 15 ans. Il a effectué quelques petits boulots. Il a notamment travaillé comme fossoyeur. Bon, c'est pas anodin, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Il est chauffeur, effectivement, de poids lourd dans une entreprise à Bradford, à Leeds, à côté de Leeds. Il est passé plusieurs fois à travers les mailles du filet, puisque dans toute sa carrière criminelle, il aura été entendu quand même 9 fois par la police. Et à chaque fois, effectivement, on ne matche pas sur les indices, et notamment ce billet de 5 livres. Alors, ce billet de 5 livres, il est assez important parce que c'est une preuve, parmi d'autres, mais une preuve importante. Il n'y avait que 270 personnes qui étaient capables d'avoir ce billet de 5 livres. Tout neuf à l'époque. Hein. Tout neuf, il sort de la Banque d'Angleterre. Qui a été donc distribué avec la paye de l'entreprise qui employait donc Peter William Sutcliffe. Et ce billet, il était donc caché dans le sac à main de cette jeune femme qui a été assassinée. Et Peter William Sutcliffe l'a cherché. Oui, alors il faut bien expliquer ça, hein, Gérard, que Peter Sutcliffe, il retourne sur les lieux. 8 jours après. 8 jours après le meurtre, parce qu'on n'a pas découvert. On n'a pas trouvé le corps encore. Il retourne 8 jours après sur les lieux du crime. Il cherche désespérément ce billet de 5 livres. Il ne le trouve pas. Et de rage, il massacre complètement le cadavre de cette pauvre jeune femme avec des morceaux de verre qu'il trouve sur place. Des tessons de bouteille, c'est ça? Des tessons de bouteille. Et d'ailleurs, indice supplémentaire, on trouvera sur ces tessons de bouteille des traces de sang qui ne sont pas celles de la victime, mais celles de l'assassin. Un rhésus assez rare, rhésus B,
et on ne fera jamais le rapprochement entre ce billet de 5 livres, entre les traces de bottes dont vous avez parlé, pointure 41, oui. Extrêmement rare pour un homme plutôt grand. Donc il y a un certain nombre d'indices qui n'alerte pas la police. Voilà, et si je vous résume, Gérard Beaufils, là déjà on a une accumulation tout de même d'indices. Oui. Hein. On a les traces de bottes, on y reviendra. Il y a ce fameux billet de 5 livres qui aurait dû parler. Puis là, vous nous apprenez quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a ce résus sanguin, oui. Et qui plus est très rare. Donc ça permettrait quand même de lancer des recherches. Et pourtant, ces recherches, elles ne sont pas lancées comme elles devraient l'être. Marie Billon, vous êtes en ligne depuis Londres, correspondante de RTL. J'ai raconté à l'instant que le criminel s'était déplacé. Il est parti à Manchester. Est-ce qu'à l'époque, on a peur finalement qu'il soit un criminel itinérant et que toute l'Angleterre puisse trembler devant ses forfaits ? L'Angleterre, en tout cas, suit ce qui se passe effectivement à Leeds, et il y a une peur qui se propage dans tout le reste de l'Angleterre. Il y avait vraiment effectivement ce triangle autour de Leeds en particulier qui était touché, sachant aussi qu'évidemment c'était une ville universitaire et que les jeunes filles semblent avoir été les victimes rapidement de prédilection, outre les prostituées de Peter Sutcliffe. Donc il y a vraiment cette panique dans tout le pays. À un moment, même Margaret Thatcher va même sortir de ses gonds en disant mais je vais y aller moi-même pour le retrouver. Un peu plus tard, oui, quand elle sera Premier ministre, effectivement. Voilà, absolument. Donc il y a vraiment tout le pays est complètement pas fasciné, même s'il y a un peu une fascination morbide qu'on va voir rapidement avec les tabloïds, la manière dont ils gèrent, dont ils traitent de ces meurtres. Toute Angleterre est déjà fascinée par ça, mais aussi très très effrayée. À Leeds en particulier, même les hommes ont peur d'être arrêtés eux-mêmes. Quand ils marchent derrière une femme, ils changent de trottoir de peur déjà de faire peur à cette femme-là et peut-être d'être pris dans les mailles du pied de la police. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche toute la société, les femmes qui ont peur de sortir, les hommes qui ont peur, eux, d'être accusés. Gérard Beaufils, vous avez enquêté sur place et longuement dans cette affaire. Vous étiez reporter à RTL. Vous confirmez cet état d'esprit des Britanniques, cette espèce de peur qui s'était emparée de la ville, finalement ? Alors, c'était une psychose totale. Et puis, c'était un rappel aussi à une histoire bien connue, celle de Jack the Ripper, Jacques Léventreur. Jacques Léventreur, l'assassin de Londres, qui au 19e siècle en 1888 avait assassiné 5 prostituées dans les quartiers défavorisés de Londres, et donc tout l'imaginaire ressortait à cause de ces meurtres en série. Effectivement, aucune femme ne se déplaçait toute seule à Leeds et dans la région, Bradford, Manchester, etc. Donc ce qu'on appelait déjà le triangle de la mort. Aucun homme n'était à l'aise dans la rue parce que le regard de l'autre était évidemment suspicieux. Tout le monde était suspect. Bien sûr. Et si je peux me permettre de raconter une anecdote personnelle, j'avais fait venir ma fiancée à l'époque un week-end pour me rejoindre parce que je passais de longues semaines, le temps était long et tout, et elle est venue me rejoindre à l'hôtel. Elle a voulu aller faire du shopping le samedi, mais les vendeurs et les vendeuses ne tenaient en aucun cas des acheteurs potentiels. Tout le monde racontait son histoire, tout le monde se préparait à rentrer chez soi. À 4h de l'après-midi, c'est le mois de novembre, c'est l'Angleterre, il fait froid, il y a du brouillard, c'est triste, c'est sale, c'est extrêmement angoissant. Et puis en plus, il y a le brouillard. Un brouillard extrêmement dense qui change toute l'atmosphère et tout, etc. Et c'est absolument terrifiant. Et donc, ma fiancée d'époque est devenue mon épouse et qui m'en parlait encore il y a 2 jours. Vous voyez que le traumatisme existe. Elle est restée dans la chambre d'hôtel pendant la soirée parce que j'allais travailler sur le terrain, sillonner un peu les quartiers pour voir s'il se passait quelque chose. Elle était terrorisée et un craquement d'escalier, un pas dans le couloir, un crissement de pneus, c'était la panique totale. Et j'ai été obligé de la raccompagner au train le lendemain matin pour rentrer sur Paris, quoi. La panique totale, la peur sur la ville, la piste Sutcliffe existe désormais, mais elle reste en pointillé. D'autant plus que la police va désormais en suivre une autre, et avec insistance, une piste qui ne mène pas du tout au camionneur de Leeds. En 1978, alors que l'insaisissable meurtrier a déjà fait une dizaine de victimes, l'inspecteur George Oldfield, en charge de l'enquête à Leeds, reçoit une première lettre qui dit «
Cher monsieur, je ne veux pas vous donner mon nom pour des raisons évidentes, je suis l'éventreur. On me traite de fou, mais vous dites que je suis intelligent et c'est le cas. Mon but est de nettoyer les rues de ces putes. Celui qui se présente comme l'éventreur va écrire 3 lettres à l'enquêteur Oldfield. Mais surtout, le 17 juin 1979, il lui envoie une cassette audio. Cette fois, il déclare « C'est Jack », référence sans doute à Jack l'éventreur. « Je vois que vous n'arrivez pas à m'attraper. J'ai le plus grand respect pour vous, Georges. Mais bon Dieu, vous n'êtes pas prêt de m'avoir. Je vais continuer encore longtemps. Je ne me vois pas prêt encore d'être pris. » L'inspecteur Oldfield est persuadé d'avoir affaire au tueur de prostituées et à celui de la petite Jane MacDonald. L'homme a un fort accent du Wearside, une région du nord de l'Angleterre, au point qu'on va le surnommer Wearside Jack. La police se concentre alors sur cette mystérieuse voix. Il suffit d'entendre le maximum de suspects possibles et bien écouter la manière dont il parle pour trouver le bon. Près de 40 000 hommes vont être ainsi questionnés, parmi lesquels, à pas moins de 9 reprises, le dénommé Peter Sutcliffe. On l'élimine de la liste des suspects car il n'a pas du tout l'accent du Wearside. Les crimes se poursuivent et la voix va à nouveau se manifester. Pour cette fois, s'excuser, indiquer qu'il s'agit d'un canular et qu'elle n'est pas l'éventreur. La police de Leeds n'en croit pas un mot et s'entête. À tort, il s'avérera bien des années plus tard, en 2003, que ce corbeau qui se faisait passer pour le tueur était un homme un peu trop porté sur la bouteille, un certain John Humble qui, pendant plus de 2 ans, aura mené l'enquête sur une fausse piste. Quand Peter Sutcliffe, alors incarcéré, apprendra l'identité de son usurpateur, il prendra un malin plaisir à lui écrire une longue lettre en l'accusant d'avoir du sang sur les mains et, comble de tout, d'avoir retardé son arrestation. Alors c'est une incroyable histoire que celle de John Humble. Gérard Beaufils, que dire de cet homme finalement et de cette démarche qu'il a à l'époque? Ça va complètement perturber cette enquête. Alors malheureusement dans ce genre d'affaires criminelles, il y a souvent des corbeaux, hein, on l'a vu dans d'autres affaires, donc cet homme par oisiveté peut-être se trouve une activité et il se met dans la peau du tueur en série et malheureusement effectivement avec cet accent, la police va orienter uniquement ses recherches, mais uniquement ses recherches vers les populations du nord du Yorkshire, vers la ville de Sunderland, et toutes les personnes qui vont être entendues, et notamment Sutcliffe à plusieurs reprises, parce que on a repéré Sutcliffe plus de 35 fois dans des quartiers où plus de 35 fois. Plus de 35 fois, il a été repéré avec son automobile. Il changeait d'automobile, il avait une Ford Corsair, une fois blanche, une fois rouge. Après, on l'a arrêté au volant d'une Rover 3500. Mais il a été repéré plus de 35 fois dans ce qu'on appelait le Red Light District. C'est ça, le quartier chaud de Leeds, à côté de Bradford, et à chaque fois qu'il a été entendu, donc il n'avait pas l'accent qui allait bien avec la recherche unique de la police du Yorkshire, qui ne recherchait que les gens avec un accent un peu guttural, l'accent du Nord, rien à voir avec l'accent, si vous voulez, l'accent de l'Ouest du Yorkshire, c'est un peu l'accent de Paul McCartney, si vous voulez. On mange un peu les mots, mais c'est plutôt agréable, alors que l'accent du Nord est plus guttural. Et on ne cherchait que ces gens avec un accent. Et les policiers sont passés à côté pendant 2 ou 3 ans de crimes qui se sont déroulés. Et effectivement, ce corbeau en porte sans doute la responsabilité. La responsabilité. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL, et ce soir, notre invité dans l'heure du crime, vous avez entendu Gérard Beaufils à l'instant. Vous confirmez que finalement la police anglaise a raté cet homme, et je crois que vous avez d'ailleurs interviewé un ou des enquêteurs qui ont participé à l'affaire à l'époque. Que vous ont-ils dit ? Effectivement, un jeune policier en fait qui a souvent participé à l'affaire dès son arrivée. Il avait 19 ans. Il a été envoyé très rapidement dans le quartier chaud justement pour relever les plaques d'immatriculation lui-même. Et puis surtout, il était envoyé bizarrement dans les pubs, dans les workmen's clubs qui sont des lieux de sociabilité pour les hommes de la classe ouvrière, disons. Il allait là-bas avec son magnétophone et il faisait écouter cette cassette pour demander aux gens: est-ce que vous reconnaissez la voix? C'était vraiment son travail
travail parce que j'ai vu des éléments dans le dossier de l'enquête qui pointaient vers Sutcliffe. Mais beaucoup de gens disaient non, il faut arrêter de nous parler de Sutcliffe, ça n'est pas lui, il n'a pas le bon accent. Les informations qui sont contenues dans les cassettes et dans les lettres sont assez probantes. Il n'aurait pas pu savoir, la personne qui a écrit ça n'aurait pas pu savoir tout ça si c'était pas le tueur. Donc on sait qu'on a la bonne personne. Et la police met vraiment les moyens. 1 million de livres, à peu près 1 million d'euros est dépensé pour une campagne de publicité. C'est-à-dire qu'il y a des affiches ou alors dans les journaux, on demande à la communauté, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Venez écouter sa voix. Il y a aussi une hotline, un numéro ouvert qui s'appelle Dial the Reaper. Donc appelez le Reaper en quelque sorte pour vraiment demander à la communauté de participer. Mais c'est vrai que plusieurs policiers sont frustrés pendant ce temps-là parce que tous les éléments objectifs vont vers Peter Sutcliffe, mais les enquêteurs principaux vraiment s'attachent à cet accent. À cette voix. Et pourtant, Marie Billon, il faut quand même le préciser, il y a à l'époque des spécialistes, des enquêteurs qui ont mis en garde contre cette analyse de voix en disant attention, c'est peut-être pas forcément lui, quoi. Hein, c'est pas forcément lui, c'est pas forcément un véritable accent, même si plusieurs linguistes ont confirmé que c'était pas un faux accent, mais d'autres spécialistes sont venus dire la manière dont il s'exprimait montrait que effectivement ça pourrait être un corbeau. Donc il y avait vraiment plein de choses qui montraient que ça n'était pas forcément lui, mais la police, tellement stressée faire avancer cette enquête rapidement et ayant ça sur un plateau finalement, ne voulait surtout pas laisser passer ce qui pensait être un filon d'or. Et pendant 2 ans, donc, ils ont continué cette piste et 3 victimes de Sutcliffe ont été tuées pendant ce temps-là. Et c'est important, 3 victimes, effectivement. Gérard Beaufils, une police qui a des œillères. Alors ça, c'est un risque vraiment majeur en matière d'enquête criminelle. C'est la piste unique. C'est ça. C'est ça. Et puis, il faut aussi pointer du doigt la désorganisation de la police du Yorkshire à cette époque-là. Il faut remettre ça en perspective, si vous voulez. On est avant l'ordinateur, déjà. Donc, il y a un vrai problème de traitement des données. On a lancé tous azimuts des enquêtes, des auditions, des témoignages qui s'accumulaient sur papier. Et d'ailleurs, lorsque le nouveau chef d'enquête a voulu regrouper tous les services et tous les documents concernant les auditions des témoins et des personnes qui avaient été entendues, il y en avait du sol jusqu'au plafond du papier. Il a même fallu étayer cette pièce qui était sur le point de s'écrouler, tellement c'était désorganisé. Et il n'y avait pas de hiérarchie qui avait une vision de l'enquête. Chacun travaillait dans son coin, puis Scotland Yard s'en est mêlé aussi. Il y a eu, je dirais pas une guerre de police, mais quelque chose d'étiraillement, plus le ministre de l'Intérieur qui a mis la pression, plus Margaret Thatcher. Vous imaginez quelle pression avaient sur eux les enquêteurs. Peter Sutcliffe a sans doute gagné beaucoup de temps avec l'histoire du faux éventreur. Mais il est presque par miracle passé à travers le tamis de l'enquête. Et ce, malgré la mise en place d'une équipe spéciale de policiers exclusivement dédiée à enquêter sur ces méfaits. Meurtre après meurtre, les autorités britanniques sont exaspérées par l'impuissance policière, par ce tueur qui effraie la population et défie la loi. Même Margaret Thatcher, effectivement, Premier ministre, va sortir de ses gonds et proposer d'aller elle-même sur le terrain pour retrouver le coupable, puisque, dit-elle, personne n'a l'air de se soucier du sort de ces malheureuses. L'inertie des enquêteurs est montrée du doigt. Une unité spéciale baptisée Reaper Squad, le groupe de l'éventreur, a pourtant été mise sur pied, mais ces hommes fondus sur place. Pas moins de 250 000 personnes entendues en 5 ans, 20 000 maisons perquisitionnées. Le groupe de l'éventreur dispose même d'une espèce de logiciel censé croiser les informations, mais le système est surchargé, il sature, il est inefficace. La police aurait sans doute pu arrêter depuis longtemps Peter Sutcliffe. Dès 1976, une rescapée, frappée à coups de marteau, laissée pour morte dans son appartement de Leeds, décrit précisément l'agresseur. Marcella Claxton aide à la constitution d'un portrait robot très fidèle, ressemblant à s'y méprendre à Peter Sutcliffe. Mais son témoignage est écarté, car elle n'est pas une prostituée, et donc pas une victime potentielle de l'éventreur. La police oubliera encore de comparer les empreintes de bottes retrouvées sur au moins 2 scènes de crime avec celles de Sutcliffe, qu'il avait pourtant au pied lors de ses auditions. Une autre femme, Mo Léa, 21 ans à l'époque, est également une rescapée. Elle racontera plus tard pour la chaîne Sky News ce qu'il s'est passé ce soir-là.
Je rentrais à pied chez moi un samedi soir. J'étais sortie avec des amis pour planifier mon 21e anniversaire. J'ai pris un raccourci à travers le terrain qui appartient à l'université de Leeds. J'ai entendu une voix derrière moi. « Hey, salut, comment tu vas ?» Je me suis dit que ça devait être quelqu'un que je connais. C'était une voix légère, très amicale. Donc je me suis rapprochée et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas. Je me suis retournée, j'ai repris mon chemin. Je me suis dit que c'était pas vraiment bon signe quand j'ai entendu ses pas derrière moi. J'ai senti que j'étais en danger. Je me suis mise à courir et lui aussi. J'ai accéléré et lui aussi. Et tout à coup, je reçois un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance. Je n'ai appris qu'ensuite qu'il m'avait frappé plusieurs fois au crâne avec un marteau. Le 2 janvier 1981, vers 23h, dans le quartier chaud de la petite ville de Sheffield, les policiers Robert Wright et Robert Heights sont attirés par une voiture garée sur le bas-côté de la chaussée, tout feu éteint. À son bord, un homme au volant et côté passager, une fille qu'ils connaissent bien, Olivia Rivers, 24 ans. C'est l'une des prostituées du quartier. Ils s'apprêtent à dresser une amende pour racolage quand ils s'aperçoivent que la voiture porte de fausses plaques d'immatriculation. Le conducteur est conduit au commissariat, mais avant cela, demande à accomplir un besoin urgent derrière un buisson. Au poste de police, le dénommé Peter Sutcliffe admet avoir falsifié les plaques de sa voiture pour éviter, dit-il, des PV. Un policier lui trouve une ressemblance avec le portrait robot de l'éventreur et décide de retourner avec lui sur le lieu, le fameux buisson où l'homme s'est soulagé. Il s'est en fait débarrassé ici d'un marteau et d'un couteau bien aiguisé. Au chef inspecteur John Boyle, premier à le questionner, Sutcliffe avoue calmement « Oui, c'est moi, je suis l'éventreur ». Gérard Beaufils, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en studio à RTL avec nous. Cette fois, bon, ça y est, grâce à ce contrôle, l'éventreur semble arrêté. Vous avez suivi, je crois, les circonstances de cette arrestation. Chanceuse, il faut bien le dire. Oui, tout à fait. Moi, j'étais à Londres à ce moment-là pour un autre reportage. Et donc, le 2 janvier, on apprend, en fait, le 3 janvier, parce que vous savez, à Londres, Fleet Street, la rue des journaux, vous pouvez avoir... Ex-rue des journaux. Ex-rue des journaux, vous pouviez avoir, au bout des rotatives, les journaux du lendemain matin. Et donc, dans la nuit du 2, on apprend qu'un suspect a été arrêté, avec un certain nombre d'éléments supplémentaires. Les journalistes du Yorkshire étaient bien informés. Effectivement, il avait des fausses plaques d'immatriculation sur sa voiture. Ça correspondait, il avait une Rover et ça correspondait à une Skoda qui appartenait à un Pakistanais. Quand on lui demande son nom, il s'appelle Williams. Il a pas ses papiers sur lui. Quand on lui demande le nom de la jeune femme qui l'accompagne, il dit c'est ma petite amie, mais je connais pas son nom, on se connaît pas depuis très longtemps. Donc effectivement, ça met la puce à l'oreille des policiers qui l'emmènent au commissariat et il échappe à leur vigilance pendant quelques minutes parce qu'il a demandé à aller satisfaire un besoin naturel, effectivement. Et le lendemain, effectivement, un des deux policiers, le brigadier, a une intuition, il retourne sur les lieux parce que donc... il sent pas le truc là, il sent qu'il y a un truc Peter Sutcliffe s'est absenté. Et on retrouve non pas 2 éléments, mais 3 éléments. Et le 3e élément est le plus important. Un couteau, bien sûr, un couteau avec une tête plate qui permettait donc d'assommer ses victimes. Un poignard. Un marteau, vous voulez dire un marteau d'abord, un poignard ensuite, un poignard de chasse, façon pour découper, si vous voulez, et un tournevis cruciforme. Et ce tournevis cruciforme a été identifié comme celui qui lui permettait de faire des scarifications sur 6 ou 7 des cadavres qui ont été découverts ensuite. Donc là, c'est presque la preuve absolue. C'est la preuve absolue. Et il n'avoue pas tout de suite. Il n'avoue pas le jour même. Il n'avoue que 2-3 jours plus tard. Oui, il va rester très calme d'ailleurs. Il va rester très calme et il va invoquer, parce qu'il s'est fait piéger aussi par les policiers dans le commissariat au cours d'un parloir qui a été sonorisé à son insu. Et sa femme discute avec lui et il dit à sa femme « Je vais avouer en disant que je suis fou et comme ça je ne prendrai que 10 ans de prison. » Bien sûr. Alors encore une petite question, Gérard Beaufils. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement ce Peter Sutcliffe? Parce qu'on l'a pas décrit encore. C'est Monsieur Tout le Monde. Il est pas très grand, enfin presque 1m80 quand même. Il est barbu, les cheveux noirs frisés. Il a des yeux noirs très profonds, le teint un peu cireux. Il est anodin, il sourit pas.
un faux air de ressemblance peut-être avec Charles Manson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'assassin de Sharon Tate, la femme de Polanski. Un air un peu satanique quand même, mais anodin. Et il est calme. Et surtout, il est calme. Il est calme. Marie Billon, un mot, vous êtes en ligne avec nous depuis Londres, en Angleterre, correspondante de RTL. Je suppose qu'à l'époque, c'est un soulagement total dans ce pays. Un soulagement absolu quand enfin effectivement l'homme a été mis hors d'état de nuire absolument, avec quand même cette idée que finalement on apprend rapidement que Peter Sutcliffe était dans les petits pieds de la police depuis longtemps, donc il y a rapidement en fait ce questionnement de est-ce qu'on n'aurait pas pu l'arrêter un petit peu plus tôt, mais et puis Leeds ne sort pas non plus d'une sorte de le mot est peut-être mal choisi en ce moment, mais de confinement, c'est-à-dire que les jeunes femmes ne recommencent pas à sortir librement juste après. Il y a un traumatisme qui reste pendant longtemps, et même encore à Leeds aujourd'hui, on sent qu'il y a cette histoire presque régionale et qui était rappelée en tout cas très régulièrement par les tabloïds, parce que dès qu'il y avait une petite histoire, les tabloïds en faisaient leur une, que ce soit John Humble qui est mort l'an dernier, ou alors Peter Sutcliffe qui a attrapé le coronavirus et puis finalement qui n'a pas voulu être soigné ces derniers jours. On en reparlait encore énormément. C'était toujours quelque chose qui fait vendre des journaux. Peter Sutcliffe est sous les verrous. L'étrangleur du Yorkshire laisse derrière lui 13 femmes assassinées, peut-être plus. Il va désormais comparaître devant un tribunal. Le verdict ne fait pas beaucoup de doutes, sauf si l'assassin est reconnu irresponsable de ses actes. Le mardi 5 mai 1981, le procès de Peter Sutcliffe, 34 ans, s'ouvre devant la cour criminelle du tribunal londonien de l'Old Bailey, l'équivalent de notre cour d'assises. Dès le début du procès, l'accusé plaide une responsabilité atténuée. Il dit qu'il n'a pas toute sa tête. Lorsqu'il était fossoyeur, il y a de nombreuses années, Dieu en personne lui aurait demandé de tuer des prostituées. Quand le procureur lui fait remarquer que toutes ses cibles n'étaient pas des prostituées, Sutcliffe répond calmement « J'étais parfois sous l'empire de pulsions incontrôlables et lorsque je me trouvais dans cet état, aucune femme n'était à l'abri. » 3 psychiatres estiment que l'accusé souffre d'une forme rare de schizophrénie. Mais les jurés, 6 hommes, 6 femmes, ne suivent pas. Le 22 mai, Peter Sutcliffe est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Peter Sutcliffe va passer de nombreuses années dans l'unité de haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de la prison de Broadmoor. En 2016, alors que son état est considéré comme stable, il est transféré à la prison de Frankland, dans le comté de Durham. À 64 ans, il avait présenté une demande de libération conditionnelle devant la Haute Cour de Londres, requête rejetée. Il se faisait alors appeler Peter Coonan. Le vendredi 13 novembre 2020, le Covid-19 a finalement eu raison de l'éventreur du Yorkshire. Gérard Beaufils, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous étiez à ce procès en qualité de journaliste, procès qui passionne l'Angleterre. Comment ça se passe et puis quel visage affiche cet accusé? Alors évidemment, c'est the place to be. Il fallait être là puisque ça avait passionné l'Angleterre, terrorisé le nord de l'Angleterre pendant 5 ans. Enfin, on tenait le criminel. Enfin, on l'avait en face de soi, le visage, l'attitude. On pouvait l'entendre, l'écouter. Donc c'est la foule au tribunal de l'Old Bailey, c'est un vieux bâtiment victorien, une salle d'audience minuscule, tout est feutré, on n'entend pratiquement rien, le parquet craque et tout, etc. Tout le monde retient son souffle, et il faut dire que Peter William Sutcliffe s'exprime très mal, avec une voix un petit peu fluette, et puis il s'enferme dans son système de défense, donc les injonctions divines qui lui ont commandé d'éradiquer la prostitution sur Terre. Dieu m'a dit de tuer. Voilà, il en reste là. Les experts psychiatres viennent dire que en rien son discernement n'est altéré, qu'il est totalement responsable de ses actes, que c'est un criminel extrêmement dangereux, capable de récidive. Et c'est pour ça que par 10 voix contre 2, il est condamné à 20 fois la peine maximale, puisque la peine de mort avait été abolie en Grande-Bretagne en 1963, il est condamné 20 fois à la prison à vie, avec une peine incompressible de 30 ans, pendant laquelle il n'avait pas la possibilité de demander une remise de peine. Et quelle voix a-t-il? Vous vous souvenez du son de sa voix? C'est à peine audible.
et il n'y a aucune compassion, aucun regret. Il ne présente pas d'excuses. Hein. Jamais d'excuses, jamais un mot ni un regard sur les familles des victimes. Il est absent, il est ailleurs, il simule selon un certain nombre de psychiatres, et c'est vraiment l'impression qu'il donne. Il n'assume pas ses responsabilités. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL, et ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Vous l'avez déjà un petit peu dit, Peter Sutcliffe va aller en prison. Racontez-nous ce séjour. Il est tout d'abord dans une unité psychiatrique, c'est ça? Est-ce qu'il fait parler de lui ou pas à ce moment-là? Dans la prison, les autres prisonniers le traitent très mal. Ils ont entendu de l'histoire de Peter Sutcliffe, et il est effectivement très maltraité par ses coprisonniers. Et effectivement, il passe d'un internat psychiatrique à une prison normale. Mais il continue à faire parler de lui. Il y a plusieurs dans la presse encore aujourd'hui. Il y a des interviews de Peter Sutcliffe faites depuis la prison, et c'est notamment grâce, finalement, dans un sens, à son épouse qu'il avait épousée juste avant de commettre son premier meurtre, et avec qui il reste marié pendant 13 ans après qu'il ait été condamné, et qui continuait à aller le voir et à parler à la presse de lui, qui disait qu'elle ressentait de la compassion pour lui, et lui-même aussi parlait souvent d'elle quand il avait accès à la presse. Donc il y a eu une sorte d'après depuis la prison, de mythification de Peter Sutcliffe par lui-même et par son ex-épouse. Alors quel drôle de couple, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement ils vont finir par divorcer après bien des années, mais est-ce qu'elle savait, elle, quelque chose de sa trajectoire criminelle, cette épouse, qui n'a pas été inquiétée? Lui dit que non, lui dit qu'elle ne savait absolument pas, et qu'il aurait même demandé à la police, après avoir été arrêté, à lui parler, à ce que la police ne révèle pas ses crimes à son épouse, mais que ce soit lui qui puisse l'appeler pour le lui dire. Et quand il lui aurait dit, elle était absolument complètement surprise, parce qu'il dit à chaque fois que je rentrais à la maison, je n'avais pas de sang, je me changeais mes affaires avant de rentrer à la maison, donc elle ne soupçonnait absolument rien. C'est ça, donc c'était une épouse qui ne voyait rien et qui ne soupçonnait rien. Gérard Beaufils, est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément, est-ce qu'on connaît tous les crimes de Peter Sutcliffe, ou bien est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des zones grises? On a dit qu'il y avait des victimes oubliées. Alors, il y a certainement des victimes oubliées. Donc, il faut savoir qu'il y a eu aussi des victimes donc rescapées, puisqu'il a été condamné pour 13 meurtres et 7 agressions, tentatives de meurtre. Vraisemblablement, il y en a eu d'autres. Dans les quartiers, on va dire, laborieux de Manchester, Leeds, Bradford, il y a beaucoup d'affaires non élucidées. C'est évident. Les attribuer à Sutcliffe, c'est difficile, mais il y a beaucoup d'affaires non élucidées en Grande-Bretagne, dans le nord de la Grande-Bretagne, entre 1975 et 1980. Surtout dans ces milieux extrêmement populaires où, effectivement, à l'époque, on ne se préoccupe pas de ces pauvres gens, etc., ou de ces filles qui n'ont finalement pas de famille. Il y a un policier qui va dire, Gérard Beaufils, qui va dire Peter Sutcliffe, c'était une brute épaisse, c'était pas quelqu'un d'intelligent. Vous partagez ce jugement ? Alors, ou c'est plus complexe? C'est plus complexe que ça. C'est une brute épaisse, c'est un tueur sadique quand il est dans l'action. En revanche, il a une certaine forme d'intelligence pour dissimuler ses états d'âme, son état d'esprit, sa façon, son mode opératoire. C'est un peu la taquilla à l'iranienne, l'art de la dissimulation. C'est un personnage à plusieurs facettes. Voilà, c'est le bon père de famille. D'ailleurs, sa femme Sonia... Le bon mari. Le bon mari, sa femme Sonia, soi-disant, n'a jamais eu le moindre doute. Bon, je veux bien le croire. C'est le bon camarade. Il va au pub avec des collègues de travail, etc. Et puis, à côté de ça, c'est M. le maudit. Donc, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Marie Billon, vous êtes, je le rappelle une nouvelle fois, en ligne depuis Londres pour RTL. Quelle empreinte laisse dans la mémoire criminelle de l'Angleterre Peter Sutcliffe? Est-ce qu'il est du niveau de son prédécesseur, Jack l'Éventreur? Alors parce qu'on sait qui c'est, parce qu'il a été arrêté et parce qu'il a vieilli sous les yeux finalement de la population, non, carrément pas. Parce que Jack l'Éventreur, on ne sait toujours pas qui c'est. On peut continuer encore aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent savoir qui c'est et qui écrivent des livres dessus, mais on ne sait pas. Le mystère reste entier. Peter Sutcliffe n'est plus un mythe. Et puis justement, les familles des victimes veulent lui retirer ce surnom de l'Éventreur du Yorkshire, parce qu'ils ont l'impression, notamment le fils de la première victime,
l'estime de William McCann dit que c'est un surnom qui glorifie ses crimes, qui pourrait même encourager les copycats. Et lui-même, étant donné que sa mère, par exemple, a été traitée de prostituée avant qu'on dise son nom, eh ben, il estime que c'est juste de ne pas justement donner un autre surnom glorifiant cet homme, mais de justement dénoncer son nom directement et de ne plus mythifier, parce que lui-même, Peter Sutcliffe a voulu se mythifier lui-même. Alors ce serait un cadeau en fait qu'il reste dans la postérité comme l'éventreur du Yorkshire, au même niveau presque de Jack l'Éventreur, alors que justement il ne le mérite pas. Merci beaucoup Marie Billon et Gérard Beaufils d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'homme qui tuait les femmes, Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire. Merci à l'équipe, Justine Vigneault, à Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été ce soir avec nous en notre compagnie dans cette heure du crime.